Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'épisode de Sacré Stress pour quel sujet? Ça s'appelle Parents vieillissants, faire face à la perte d'autonomie et des facultés. Mais quel stress et quel choc, n'est-ce pas, Anne? Oui, tout à fait. Parle-moi. Bonjour Nancy, ravie de te retrouver. Ben moi aussi, Anne, écoute, elle a un podcast qui s'appelle Sweet Papi Podcast et elle est 3 fois aidante naturelle. Alors, elle va nous parler de cela bientôt. Mais juste avant de commencer, je voudrais vous dire que l'épisode est sur toutes les plateformes de podcasts, donc en audio, écoutez, et aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Nancy Beauchesne. Donc, pouvez voir nos bêtes et la dynamique que Anne et moi avons ensemble. Alors, en même temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter. Hein? Ça c'est le fun d'avoir ça. Hein? On sait si les gens aiment ça. Et comme je vous disais, Anne, elle est proche aidante 3 fois. Écoutez, quand on a cherché le sujet pour cet épisode, Anne, elle a parlé justement de comment faire avec nos parents, justement, qui perdent leurs facultés. Ça, c'est venu me chercher tellement parce que moi, je le vis avec mon père qui a 84 ans et je vois des différences. On n'est pas encore rendu à une maison de retraite, le placé, tout ça, mais je vois qu'est-ce qui se change. Et au début, c'était subtil. Là, ça apparaît encore plus. Donc, c'est quand même assez stressant de se voir, OK, ben comment ça va dégrader? Qui c'est qui va s'en occuper? Ma mère, elle va-tu être capable? Moi, va-tu falloir que je sois là? Combien de fois? Puis là, on a notre travail. Puis tu sais, comment concilier tout ça? Ben, on va en parler aujourd'hui avec Anne. Mais Anne, j'aimerais ça d'abord savoir qui tu es. Qu'est-ce qui t'a amené à Sweet Papi Podcast? Parce que c'est à partir de ta vie personnelle, justement, que ça l'a parti. Oui, tout à fait. Alors, je te remercie déjà de m'inviter. Je dis le grand bonjour à tous tes auditeurs et à toutes tes auditrices. Sacré Stress, c'est assez nouveau comme podcast. On l'a travaillé ensemble et je suis ravie d'être accueillie au sein de tout cet univers que tu es en train de créer de plus en plus. Alors moi, effectivement, je suis 3 fois aidante, mais je suis 3 fois aidante. J'ai la particularité d'aider 3 nonagénaires. Donc, j'ai donc mon beau-père qui a 92 ans, ma mère qui a 93 ans et mon père qui a 98 ans et demi. Il y tient parce que 98 ans et demi. Voilà. Donc ça a débuté il y a à peu près 5 ans. Et on reparlera après de toutes les étapes et à travers les questions que j'imagine tu vas me poser. Et il y a 3 ans, j'ai à travers l'expérience que j'ai avec eux et tout ce qui peut se passer et toutes les questions que je me suis posées et que je me pose encore aujourd'hui à travers toutes les étapes, je me suis dit il faut que j'en fasse un podcast et que j'aille chercher à travers des invités, à travers d'autres aidants, à travers des thérapeutes, des médecins, des personnalités. Comment est-ce que justement on gère non pas uniquement ce stress, mais comment est-ce qu'on gère ces étapes avec nos parents vieillissants? Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai presque, je crois, 120 épisodes, plus de 70 invités interviewés, et puis des connaissances beaucoup plus approfondies de tout ce domaine-là, aussi bien au Québec d'ailleurs, parce que j'ai interviewé plusieurs Québécoises et Québécois, et qu'en France, en Suisse, en Belgique, pour savoir comment est-ce que ça fonctionnait ailleurs, comment est-ce qu'on pouvait améliorer. Mais le but, c'était surtout de savoir comment est-ce qu'on pouvait orchestrer le quotidien de nos aînés en douceur. Comment est-ce qu'on peut être en douceur pour nous et on peut être en douceur pour eux. Voilà, c'est la relation de la perte d'autonomie, de leur départ. Comment est-ce qu'on fait ça pour pas avoir trop de stress et de ne pas être en capacité de dire oh là là, je peux pas m'en occuper. C'est pas le but. Mais non, c'est ça, on veut s'en occuper, mais on n'a pas nécessairement Mais tous comment? les outils. Il faut tout concilier. Puis oui, en passant, Anne, c'est ma capitaine pour mon podcast. C'est une chance qu'elle est là, je l'adore. Elle est très généreuse, elle est expérimentée. Quand on part un podcast,
c'est pas nécessairement facile, hein, dire, oui, Non, on pense que c'est facile, mais non, pas du tout. parce qu'il y a la technique en arrière, puis il y a aussi, Mmh. bon, comment on fait l'entrevue, comment amener ça vers juste que vous pouviez l'écouter puis le voir. Fait que Ouais. c'est une Et que autre. ça soit agréable, que ça soit agréable à écouter aussi. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pris un cours, j'étais encore là-dedans, et Anne est Mmh. ma capitaine. Donc, je remercie beaucoup Anne d'être là pour moi. Merci. Alors, Anne, juste avant de commencer les questions, je voudrais expliquer aux gens c'est quoi la perte d'autonomie puis la perte de faculté, parce que les gens ils ont besoin, je pense, de savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent pour aller chercher de l'aide. Donc, dans la perte d'autonomie, il y a 5 choses que je vais vous expliquer. C'est qu'il y a un besoin croissant, mettons, de se faire aider à s'habiller, à se laver, à manger et à se déplacer. La deuxième chose, c'est la réduction de la mobilité. Donc, les gens vont être moins autonomes à se déplacer seuls. Donc, des fois, il va y avoir des chaises roulantes qui vont arriver en ligne de compte. Il y a la baisse de la capacité à gérer les activités domestiques. Donc, ça veut dire une difficulté à accomplir les tâches ménagères, faire la cuisine, nettoyer, faire les courses, gérer les finances. La nécessité de soins personnels. Hein? Des fois, ils oublient de se laver, prendre la prise de médicaments. Et il y a aussi une diminution de la participation aux activités sociales, due souvent à leur limitation physique et cognitive. Tout à fait. Effectivement. Il y a ensuite les pertes de facultés. Donc, on appelle le déclin cognitif, qui est la perte de mémoire, la perte de concentration, le jugement et la capacité à résoudre des problèmes. OK? Il y a la faiblesse physique aussi, il y a des pertes de force. Et puis, ça peut arriver à faire des chutes aussi. Donc, aussi, ils ont un manque d'endurance, donc ils vont moins marcher longtemps, ils vont avoir un manque de coordination. Et les mouvements vont être beaucoup plus difficiles. La troisième chose, on appelle ça une déficience sensorielle. Donc, il va y avoir des pertes de vision, d'audition et d'autres capacités qui vont, ils vont avoir plus de difficultés à interagir avec l'environnement. Et ce que j'ai appris, parce que j'ai quand même un background de ma technique en physiothérapie, c'est que souvent, ce qu'on disait, c'est que, admettons, les pantoufles, elles ne doivent pas être glissantes parce que sous les pieds, il y a moins de sensations. Donc, on va aller changer la paire de pantoufles pour qu'il y ait plus d'accro avec le plancher. Puis ça, c'est toutes des petites choses qui font une grosse différence dans le quotidien d'une personne âgée. Ensuite, il y a les problèmes de communication. Ils ont une difficulté à parler, à lire, à écrire. Et ça peut arriver aussi des troubles émotionnels et comportementaux, comme la personne elle peut être plus agressive, avoir des changements d'humeur, de la dépression, de l'anxiété. Et puis, moi, je le vis avec mon père, plus d'anxiété, on répète plus, faut être sûr qu'il nous voit dans le champ de vision pour qu'on puisse lui parler, pour être plus attentif, parce que sinon on répète. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui arrivent. Donc ça a un impact vraiment. Anne, elle va pouvoir nous en parler là, sur la qualité de leur vie et de notre vie. OK? Puis eux, ils peuvent vraiment avoir des sensations de frustration, puis ils vont perdre l'indépendance parce que des fois, on va voir, ils peuvent plus conduire leur auto. C'est difficile quand tu as été longtemps autonome. Ils peuvent plus remplir leurs papiers, ils peuvent plus écrire. Des fois, ils ont du mal à écrire. L'écriture devient beaucoup plus fine, donc ils n'arrivent pas à se relire. C'est ça. Donc, vous voyez que comme quoi, c'est pas facile. Il y a aussi une grosse chose qu'on va parler ensemble, la charge sur les proches. Parce que si on blâme misère, ben c'est qui va s'en charger? Donc, moi, j'ai une petite histoire où j'ai une femme que j'ai connue, elle devait s'occuper de son parent et elles étaient 3 frères et sœurs et c'est elle qui s'en occupait tout le temps. Puis là, elle, ça faisait qu'elle s'enlevait du travail, donc elle avait une perte des finances, mais ses sœurs et frères, ils s'en occupaient pas. Donc, à un moment donné, elle s'est dit, crème, elle dit, je suis toute seule, elle dit, à s'en occuper. Donc, des fois, quand on est toute seule comme enfant, on a tout sur nous, mais comment faire avec les frères, les sœurs? Il y en a qui ne veulent pas du tout s'impliquer. Dans ma clientèle que j'ai, là, j'entends plein d'histoires, puis il y en a qui sont toutes seules.
Puis il y en a ils se font un bon partage, puis il y en a que c'est à moitié. Fait que Ouais, il y a de tout comme relation avec les parents, forcément. ça dépend comment ça a été avec le parent. C'est pas tous les Ouais. enfants que ça va bien avec le parent, Mm. donc il y a moins Mm. de chances que des fois l'enfant s'en occupe, mais j'ai vu aussi et entendu sur ma table des gens qui m'ont dit, moi j'étais un des moutons noirs avec mon parent, puis c'est moi qui s'en occupe. Donc, Ouais. toutes les histoires sont tous différentes. Et la dernière chose sur les impacts de la vie, c'est la nécessité de services de soins. Donc, des soins à domicile, dans des maisons de retraite, où il y a d'autres formes d'assistance pour assurer une sécurité et le bien-être et aussi l'hygiène et tout ça. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment important et écoutez bien Anne parce qu'on va écouter ses expériences. Hey, c'est pas rien là, avec 3 personnes. Hey, ça, c'est de la broue dans le toupette. En tout cas, je sais pas Anne comment tu fais, mais bon, tu vas nous expliquer ça. Alors, premièrement, j'aimerais savoir comment toi, t'as fait pour voir des signes avant-coureurs. Est-ce que toi, t'étais là parce que des fois, on est à distance du parent. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que c'était au téléphone? Comment t'as fait pour voir ça? Alors, avant de parler des signes avant-coureurs, je voudrais te dire que tout ce que tu as dit, je crois que je suis passée par tout ça. Je crois que j'ai tout vu, parce que franchement, il n'y a pas quelque chose que tu as dit sans me dire ah ben non, ça je l'ai pas eu. C'est pour ça que le podcast existe aussi, et c'est pour ça que je l'ai appelé orchestrer le quotidien de nos aînés, parce que en fonction des étapes qu'il y a eu tout au long, à chaque fois il y a eu quelque chose à mettre en place. Il y a eu et il y a eu des moments et des allers-retours sans arrêt où ça s'améliorait, voilà. Et donc franchement, merci pour cette liste et ne pensez pas que vous pouvez avoir qu'une seule étape au milieu de tout ça. Non, normalement vous passerez peut-être par toutes ces étapes-là. Ah, Avec plusieurs parents en plus. OK. Et moi, ça fait 5 ans, donc ça veut dire que avant, il y avait déjà ce besoin de les aider au fur et à mesure, et on voyait effectivement le déclin. Donc les signes avant-coureurs, tu l'as très bien résumé au départ. Pour moi, dans mon cas, il y a eu la partie de la tête, c'est-à-dire que je les voyais très actifs. Moi, j'ai des parents qui se sont mis sur les ordinateurs, tous les deux, ma mère et mon père. Ils se sont mis à apprendre l'ordinateur, à utiliser le téléphone portable, etc. Ils avaient 80 ans. Et ils ont pris des cours tout seuls et se sont occupés. Et jusqu'à il y a très peu de temps, ils étaient encore sur l'ordinateur. Ça, c'est la première chose, c'est effectivement la tête. On s'aperçoit qu'il y a des petits déclics comme ça qui apparaissent, où ils réagissent différemment, et surtout quand on les connaît vraiment bien, on voit le déclin au fur et à mesure. La mémoire, les sens, comme tu as dit, etc. Il y a la tête. Sur le corps, c'est plus évident presque que la tête, parce que sur le corps, tu vois la dégradation physique qui apparaît, la peau, la façon de manger, tu vois qu'ils sont plus fatigués, qu'ils se courbent. Enfin, moi, je te décrirai pas le corps. Tout le monde imagine quand on vieillit. Et effectivement, dans les tâches quotidiennes, ça devient plus lourd. Ils ont besoin d'aide pour le ménage. Ils ont besoin d'aide pour s'habiller. Tout ce que tu disais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à une époque, tu les voyais enfiler leurs chaussettes sans problème. Et puis, au fur et à mesure, tu voyais qu'ils avaient de plus en plus de difficultés. Un exemple, c'est effectivement, tu parlais des pantoufles. Moi, je te peux pas te parler de toutes les chaussures en général. C'est qu'au bout d'un moment, comme quand on était petit, tu mets plus de lacets, tu mais des scratchs. Mm-hmm. Parce que faire les lacets, c'est trop compliqué, parce que le corps subit des différences dans les doigts. Voilà. Donc, tu le vois dans les signes avant-coureurs sur plein de petites choses, plein de petits détails. Encore faut-il vouloir voir ce qu'il en est. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'aidants qui ne se considèrent pas comme des aidants et qui ont un fort déni de ce qui se passe. Et tu sais en pourquoi? disant, Tu as une idée pourquoi? parce que ça va être tellement difficile à gérer, parce qu'on s'imagine que ça va être très stressant, et parce qu'on se fait des scénarios qui sont complètement différents de ce qui peut éventuellement se passer. Donc c'est un peu, on en revient peut-être à ce que tu fais avec tes clients.
c'est rééduquer un peu dans la tête et se dire, non, puisqu'on est face à telle et telle étape, comment est-ce qu'on fait pour être mieux par rapport à cette étape? Mais de Voilà. toute Et on manière, essaye de sortir du stress. même si on veut pas le voir, ça va nous frapper en pleine face encore plus pire après. Bien évidemment, bien évidemment. C'est ça? Donc moi je dis, la tête, le corps, et le 1er réflexe que, moi j'ai eu, pour les premiers, c'était, d'en discuter avec le médecin. C'est lui qui normalement voit le plus souvent nos parents. Donc, est-ce que c'est compliqué d'aller voir le médecin quand c'est pas notre médecin et Oui, il y a le secret médical, donc c'est pas forcément facile. Moi, je me suis un peu incorporée là-dedans en disant, j'aimerais bien avoir les coordonnées du médecin, dire que je suis la fille, etc. Voilà. Après, effectivement, quand on est face au déni sur les signes avant-coureurs, on se dit, arrivera quand ça arrivera. Moi, quand ça m'est arrivé, jamais de la vie, j'aurais imaginé stresser au point où je stresse encore des fois aujourd'hui pendant plus de 5 ans. Pour moi, mon père allait très bien jusqu'à l'âge de 93 ans. Il s'occupait de sa maison tout seul. Il tondait. Je l'ai vu, moi, 1 mois avant ce que je vais raconter après. Il tondait, il s'occupait de ses courses, il conduisait, il faisait tout à 93 ans. Il était seul dans une grande maison, il s'occupait de tout. Et donc, c'était facile. On se disait, ouh, youpi, il y a pas, bon, il vieillit. Mais c'est surtout que je me disais qu'il allait mourir d'un coup. Moi, un nonagénaire, tu te dis, mais tes parents, poum, ils vont tomber d'un coup, ils vont mourir d'un coup, et puis ça sera terminé. C'est difficile d'imaginer que tu vas peut-être t'occuper d'eux pendant une longue période. Voilà. Et on nous appelle aujourd'hui dans les signes avant-coureurs, on nous appelle, je voudrais le dire, c'est important pour les auditeurs, on nous appelle moi j'ai bientôt 60 ans, la génération sandwich. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe encore de nos parents, mais qu'on a encore aussi des enfants. Ah, c'est dont on doit s'occuper. Tu vois, entre 50 entre 45 et 55, on a des grands ados dont il faut encore s'occuper. Et puis on a des parents. Et puis au fur et à mesure, les ados deviennent des adultes et les parents commencent à devenir des enfants. Mais oui. Et c'est cette bascule-là où il faut que tu t'aperçoives rapidement, effectivement, des signes avant-coureurs. C'est ça. C'est le moment où c'est la bascule. Moi, je dis, c'est vraiment la bascule vers la perte d'autonomie. Oui, puis toi, qui est une étape très, très importante. Oui, puis encore, toi, c'est qu'en 90 ans, mais il y en a que c'est à 70 ans puis 80 ans, là, que ça... Bien sûr. Donc, ça arrive plutôt... Des fois, il y en a que ça peut arriver quand ils ont des jeunes enfants, dépendant si on a commencé notre famille plus tard. Mais effectivement, c'est une réalité. Puis en plus, ces gens-là, ils ont encore leur travail. Fait que là, ça peut mettre c'est ça, on est encore actif. Oui, fait que ça peut mettre un stress dans le couple. C'est ça, tu es toujours en train de t'occuper de ta mère, de ton père. Puis tu sais, ça peut être aussi une tante, là. Ça peut être aussi... oui, c'est les proches, ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'on appelle un proche aidant. C'est n'importe quel proche. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, on parle des parents vieillissants, mais tu sais, on peut être proche aidant avec un enfant qui est malade aussi, là. Bien sûr, bien sûr. Ou de ton époux, de ton épouse. Et moi, je connais plein de proches aidants qui sont mariés et qui s'occupent de leurs maris qui ont Parkinson ou Alzheimer, qui est en général ce qu'il y a de plus difficile comme maladie. Oui, effectivement. Puis, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, que tantôt, tu parlais du déni. Moi, je l'ai vécu avec mon ancien partenaire où moi, j'étais souvent avec la belle-mère, puis là, je disais souvent, il y a quelque chose qui va pas, tu sais, puis elle a investigué, puis elle disait, non. À un moment donné, ça a commencé un peu à décliner, mais ça a pris, je pense, 1 an avant que, tu sais, 1 an et demi, puis là, il y avait un déni, là. Tu sais, à un moment donné... Chez les hommes, moi je l'ai remarqué, chez les hommes, il y a un déni plus important, puisque moi je me suis occupée de mon beau-père, et avant c'était mes parents. Il est venu en premier, il y a eu mon père, ensuite il y a eu ma mère, et ensuite il y a eu mon beau-père. En l'espace de 1 an et demi, et pour mon beau-père, comme je m'étais occupée beaucoup de mes parents et de tout ce qui se passait autour, j'ai pu guider mon conjoint et lui dire, il faut que tu fasses comme ça, etc. Et après, il s'est retourné vers moi et il m'a dit, je te remercie déjà parce que tu m'as enlevé du stress, énormément de stress, de me guider. Et en plus, il me dit, je suis désolée, je me suis pas rendu compte de l'impact que ça avait toi sur ta vie personnelle réellement et tout ce que tu avais fait pour tes parents.
Ça paraissait presque normal, ou alors on revient à ce déni. Donc c'est moi qui l'ai alerté sur les signes avant-coureurs, effectivement. Mais fait que comment on fait pour, tu sais, quand là tu vois tes parents, bon, dénigrer tout ça, comment tu fais pour gérer le choc émotionnel quand tu réalises que la situation, parce qu'on parlait justement du sujet que c'est que ça devient irrémédiable. Ce n'est pas une maladie qui se guérit. Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit, comment qu'on gère ça, Anne? Comment toi t'as pu gérer ou qu'est-ce que tu as à nous proposer? C'est parce que là, on est Alors, pas en arrière, on peut pas, là. non, on peut pas, mais je déteste le mot irrémédiable. OK. Irrémédiable par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'ils aient le corps qui vieillisse, par rapport au fait qu'ils aient la tête qui part de travers, par rapport à quoi? Nous-mêmes, on continue de vieillir pendant qu'ils vieillissent, on continue d'avancer de manière différente. Moi, je le sens aujourd'hui parce que je me rapproche des 60 et que je sais que ça sera mon tour tout de suite derrière. Mais pour moi, c'est pas irrémédiable dans le sens où il faut considérer que le plus important, c'est la relation qu'on a avec eux. Et cette relation-là, elle ne doit pas bouger, ou alors elle doit être le prétexte au moment où ça leur arrive, où il y a la perte d'autonomie, d'arriver avec ce que j'appelle moi la sweet philosophie, c'est-à-dire d'essayer d'arriver dans un univers qui soit plus doux, et les accompagner en même temps que nous accompagner. C'est une transition de vie exceptionnelle qu'on vit avec eux. Parce qu'on devient, alors c'est une grande phrase, mais on devient le parent de nos parents. Mm-hmm. Les rôles sont Et pourquoi ça? Mais oui. Donc, j'aime pas le terme irrémédiable. Je dirais que c'est lent, mais ça peut être beau. Ça peut être quelque chose, finalement, ça peut être une mission de vie, une transition de vie qu'on peut avoir et de se dire, on va les accompagner, mais de quelle manière? Peut-être que c'est l'occasion aussi de dire, non, on met pas le red flag, comme tu m'avais dit, on met pas le red flag, on met juste le drapeau jaune en disant, oula, attention, il faut prévoir ça, ça, ça et ça. Okay. Il faut, pour moi, regarde une course de Formule 1 par exemple, hein, qui va très vite, où on sait que ça va être dangereux, où il y a plein de choses à prendre en compte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font à chaque fois, ils mettent des limites, ils mettent des sécurités, ils mettent des étapes pour protéger le pilote, pour protéger les gens qui sont autour. C'est ça en fait. Pour moi, la Sweet Papy philosophie, c'est de voir tout cet univers et pour éviter non seulement leur stress à eux, mais le nôtre. Parce que c'est ça. Plus on ira vers un côté négatif en se disant mais on va jamais y arriver, ça va être trop compliqué et qu'on est hyper stressé, plus on les stressera eux et on se stressera nous et c'est un cercle vicieux. Mais en même temps, quand je dis irrémédiable, c'est que les pertes de cognition, les pertes de quelque chose, à un moment donné, les pertes d'autonomie, ils deviennent quand même irrémédiable à un moment donné. Oui, mais il y a des choses que tu peux faire au milieu dans ça. Je te cite un exemple. J'ai ma mère, donc ce que j'appelle Sweet Mamie, ma mère qui est tombée. Ouais. Il y a quelques mois, on l'a mis dans un lit médicalisé, fermé avec des barrières. Elle pouvait se mettre en fauteuil qu'1 heure par jour parce qu'elle s'était cassé le coccyx, etc., le bassin, le coccyx, etc. Elle avait le kiné qui venait que 3 fois par semaine. Elle est restée au lit avec un plafond comme tu vois ici, puisque je suis dans la maison de Sweet Papy et Sweet Mamie. Et donc, elle avait un plafond assez bas, donc elle était emprisonnée. Et moi, j'ai dit non. J'ai décidé il y a quelques semaines que je la sortirais de la maison pour la mettre dans une maison de retraite, dans un EHPAD. On appelle ça un EHPAD chez nous. Et du coup, je lui ai trouvé une chambre qui est jolie. Elle est bien nourrie, c'est parce qu'ici elle se nourrissait plus à force d'être allongée et tout ça. Elle avait grossi. Donc j'ai trouvé d'autres solutions et aujourd'hui elle marche, elle remarche. OK, c'est bien, super ça. Elle ressort tous les jours, elle descend de son lit pour se mettre dans un fauteuil roulant. C'est sûr qu'elle perd en autonomie, mais elle passe du lit toute seule dans un fauteuil roulant. Ouais. Et je l'ai encore vue hier. Elle arrive à marcher avec un déambulateur. Elle se lève du fauteuil roulant avec le déambulateur. Tu comprends? C'est qu'il faut arriver à trouver d'autres solutions. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que, puis je l'enseigne souvent par rapport au stress, c'est on a souvent le lien avec soi-même, le lien avec les autres, mais le lien avec l'environnement. Et lorsque l'environnement, il est beaucoup plus positif et où tu peux avoir beaucoup plus d'autonomie, c'est là que tu peux faire des progrès ou que tu peux rester au moins dans une même situation.
Donc, je suis contente que justement ta mère elle ait cette situation-là parce que où il y a un problème, c'est qu'il y a encore plus de déclin quand la personne âgée, justement, elle reste immobile. Combien de fois Immobile, j'ai vu? allongé, on le sait, hein. Ben On oui, le sait, allongé, c'est ce qu'il y a de pire. L'horizontal pour une personne âgée, le cerveau reste à l'horizontale et c'est très très mauvais pour eux. C'est comme oui, ça qu'ils perdent cognitivement. effectivement. Puis moi, j'ai vu là des personnes âgées, justement, ils arrivent dans un centre, ils sont dans une chaise et on les attache parce que bon, des fois les personnes âgées, ils vont errer, Ils ils bougent. vont se mettre debout, ils vont la chercher, mais tu sais, ils ont pas toute leur tête, donc ils vont les attacher. Mais ça, on voyait le déclin justement physique de la personne parce que là, elle restait immobile. Mais s'il y a une des choses qui est hyper importante chez la personne âgée, c'est de bouger. Puis Bien là, on sûr. voyait que dans le lit, tu sors une fois par jour, 1 heure. Ben là, à un moment donné, c'est plus difficile à récupérer. À un moment donné, je pense que tu l'as pris à temps aussi, hein? Voilà, c'est évident, mais c'est pour ça que c'est important pour moi d'anticiper Oui, et d'imaginer effectivement ce qu'on peut mettre en place tout de suite. Et pour le faire, hein, pour arriver à imaginer, je pense qu'on soit pas dans un stress tout le temps par rapport à ça et que ça soit pas irrémédiable une fois de plus, c'est de se dire quelles sont les autres solutions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? oui. Est-ce qu'on peut pas s'appuyer sur un ergothérapeute, sur un métier comme le tien, sur un médecin, essayer de faire une analyse de la situation pour trouver d'autres solutions et Mm. avancer. En même temps, je te pose la question parce que toi, je dis pas que tu as le temps, mais ou tu as trouvé le temps, mais il y a des gens, par contre, pour qui c'est peut-être plus difficile d'aller vers d'aller vers des solutions où il aurait laissé le parent là coucher toute la journée, tout ça. Est-ce que tu crois que quand même que comment je peux dire ça que c'est toujours faisable? Oui, enfin, non, je crois pas forcément que ça soit toujours faisable, bien évidemment. Il y a des moments où c'est compliqué, mais je me suis aperçue en discutant souvent avec des aidants ou des aidantes que et c'est pour ça que le podcast est important et que j'ai fait des épisodes là-dessus sur les thérapies, par exemple, et toutes les thérapies non médicamenteuses, que les gens ne savent pas ce qui existe. Mm-mm. Et dans le podcast, moi, c'est ce que j'ai voulu être. J'ai voulu être un centre de ressources positives. Ils ne savent pas. Moi, je te passe un exemple. C'est les thérapies non médicamenteuses. C'est par exemple la méthode Montessori. Tout le monde est persuadé que la méthode Montessori, c'est pour les enfants. Mais non, il existe aussi, et c'est fait par un Québécois d'ailleurs, la Montessori senior. Ah oui, ça, je savais pas ça. Voilà. Mais si tu savais le nombre de fois où, quand je discute avec les aidants, ils me disent, mais je pensais pas à cette solution-là. Ben oui. Même pour la nourriture, tu vois, ah, mais il mange plus ou il mange pas correctement, etc. Est-ce que tu as essayé ça? Tu vois? Donc irrémédiable, non. Je dis non. Je comprends la, La dégradation, oui. Irrémédiable, peut-être, mais enfin non. Pour moi, non. OK, fait que je vais changer mon mot pour dégradation. Ouais, ouais. Mais, Il reste que c'est une pente descendante, oui, ouais, mais irrémédiable, c'est OK, pas un joli mot. Il faut trouver des solutions. C'est pas assez positif pour moi. parfait, super. Pour ceux qui se posent la question où trouver le podcast Sweet Papi Podcast, je vais le mettre dans les descriptifs, le lien. Et je pense que je vais faire une petite liste en PDF que vous allez pouvoir télécharger sur justement les pertes de faculté et les pertes d'autonomie. Donc, je vais faire ça comme une liste. Fait que vous allez pouvoir la regarder en donné. Ça, est-ce que je vis ça? Donc, ça va vous aider. C'est sûr que vous pouvez le trouver sur le net. Vous pouvez trouver plein de choses, mais je vais quand même vous faciliter à quelque part parce que je vais vous faire ça que vous allez pouvoir télécharger. Alors, puis toi, Diane, comment t'as fait, tu sais, quand t'as vu le déclin, la dégradation de tes parents, comment t'as pu leur communiquer ça? Est-ce qu'ils le voyaient eux-mêmes ou comment t'as fait pour justement communiquer? Parce que même chez eux, ils ont du déni. Ben non, voyons donc, je vis pas ça, je fais pas ça, il m'arrive pas ça. Mais toi, tu le vois quand même. Donc, comment tu fais
pour Alors remplacer. moi j'ai eu pour Sweet Papy, donc mon père, le premier qui a chuté en fait dans l'ordre, il est tombé ici d'ailleurs dans cette chambre un soir à 11 heures du soir, il est tombé, il s'est cassé le bras, il a une commotion cérébrale, etc., etc. Il est parti aux urgences, il est revenu, lit médicalisé, enfin bon voilà, ça a été le début. Faut savoir que c'est 80%. Le début de la perte d'autonomie réelle, ce sont les chutes chez les personnes âgées. Il y a la maladie, mais il y a les chutes. Et moi, les 3 ont chuté. Et les 3, ça a effectivement enchaîné sur des problèmes physiques importants. Chez Sweet Papy, la chance que j'ai eue, c'est que je parle aux auditeurs, ça va peut-être les amuser. Sweet Papy était pilote de ligne. Et donc Sweet Papy, tout au long de sa carrière, pendant 45 ans, il a été pilote de ligne. Il a toujours géré les risques. Les risques de ne pas faire tomber un avion, les risques de ne pas tuer des passagers, les risques d'arriver ou ne pas arriver à destination. Donc on dirait que dans son cerveau, il a tout de suite intégré qu'il fallait faire telle ou telle chose. Donc ça a été beaucoup moins difficile pour moi de lui faire comprendre que il fallait qu'il fasse attention à ça et à ça. Il a compris, Sweet Mamie a un peu moins bien compris elle parce qu'elle était toujours très active et que d'un seul coup, pareil, elle a eu un cancer du sein, donc physiquement, elle s'est dégradée rapidement, mais elle n'a pas accepté, donc elle s'est battue pour s'en sortir. Et le troisième, le Sweet Papy 2, pareil. Donc quelque part, ça a été plus difficile, je dirais la partie la plus difficile, c'était au niveau des papiers, peut-être. C'est-à-dire que tu vois faire les documents pour la banque, savoir où était leur contrat, tu vois toute la partie administrative pour gérer à leur place. Là, ça a été plus compliqué. Pour le reste, ils ont accepté assez rapidement d'être aidés, d'anticiper certaines choses. Mais peut-être que la partie papier, donner leur compte de bancaire, tu vois les choses comme ça. Là, ça a été. Ils savaient que c'était encore une étape supplémentaire. C'est plus Les intime. procurations, C'est ouais. plus intime, hein? Tu rentres dans une Ouais, vie là, on rentre dans plus l'intimité. personnelle. Ouais, Donc, ouais. mais ils sont venus à bout de dire oui parce que tu as su dire les mots ou ils ont vu à un moment donné que c'était... On a travaillé ensemble. Moi, j'ai utilisé des mots avec eux. Tu vois, et puis je me suis fait aider. Il y avait mes frères aussi, où mes frères avaient peut-être plus d'impact en tant que garçon pour dire certaines choses. Et puis après, moi, j'ai toujours beaucoup d'humour. Donc j'ai rigolé avec certaines choses. Je leur ai dit, bah tu sais, si t'arrives ça, on risque d'être comme ça, comme si il faudrait, voilà, si tu veux m'éviter du stress, j'aimerais bien que. Mais après, il faut rabâcher parce qu'effectivement, c'est vraiment leur donner un signe supplémentaire de perte d'autonomie. Il faut qu'ils le voient. Ouais, donc il faut qu'ils arrivent à comprendre que. Donc là, par exemple, ma mère vient de rentrer en maison de retraite, en EHPAD. Elle refusait jusqu'à maintenant. Et puis elle est tombée malade il y a 2 mois. Elle est partie à nouveau à l'hôpital. Elle s'est retrouvée toute seule enfermée dans le lit, impossible de joindre qui que ce soit. Et là, elle a dit non, je peux pas continuer. Je sais que je me mets en danger en restant à domicile. OK. Tu vois. Oui. Et moi aujourd'hui, je suis contente parce que je peux la prendre, la mettre dans ma voiture et l'emmener voir d'autres personnes, ce qu'elle était incapable de faire. Donc Oui. L'idée, voilà, là, c'est c'est de ça. garder l'autonomie le plus Ouais, possible. ouais, Je vous le dis pour en avoir vu, parce que j'ai fait des stages aussi en ouais, tout à fait. physiothérapie, Ouais, dans ouais, ma technique en physio. Garder l'autonomie. Ça, c'est le plus ouais. important. Toi, as-tu des stratégies pour garder quand même une sérénité dans tout ça? Alors écoute, non. Au départ, non. Quand c'est vraiment difficile, je te mentirais en te disant que tout va bien, je le prends zen et qu'il y a pas de problème. Non, c'est pas vrai. Il y a des moments où la fatigue s'accumule. Déjà moi, ils habitent quand même à 600 kilomètres de chez moi, donc il a fallu pratiquement depuis 5 ans, tous les 2 mois, que je prenne ma voiture, que je vienne ici pour passer une semaine, pour faire tous les papiers, pour m'organiser en fonction de ce qui se passait, de m'organiser à distance. Donc non, il y a du stress. Par contre, ce que j'ai souhaité moi définitivement,
et je l'applique quasiment tous les jours. D'abord l'humour, je viens d'en parler, j'essaye de rire le plus possible avec eux, et surtout de, comment te dire, d'aller vers une école de bienveillance, de toujours essayer de rester avec des mots doux, avec des gestes tendres, avec de l'amour en fait. Malgré le fait que parfois ils ont pas forcément été très cool, hein, parce que dans la maladie, moi je croise beaucoup d'aidants avec des parents qui ont Alzheimer, et c'est particulièrement difficile parce que tu as le deuil blanc, c'est-à-dire qu'ils te reconnaissent plus. Donc là, c'est particulièrement difficile. Mais par contre, quand tu passes le message et tu continues de passer le message à la personne qui ne te reconnaît plus, mais que tu passes un message bienveillant, de douceur et de gentillesse, tu as le retour. Et j'ai eu un mentor pour ça, qui est une femme exceptionnelle, qui m'a beaucoup guidée dès le départ. Elle s'appelle Colette Roumanoff. Elle est très connue au Québec. C'est la mère de Anne Roumanoff, l'humoriste. Et Colette Roumanoff, elle a eu la particularité d'avoir effectivement son mari qui a eu Alzheimer, et c'est une femme qui était metteur, enfin elle est metteur en scène depuis des années de théâtre, et elle a créé une école de la bienveillance. Et moi, j'ai été à ses cours, c'est-à-dire j'ai été chez elle. Elle donne des cours pour expliquer comment est-ce qu'on doit réagir face à nos parents quand ils sont en perte d'autonomie, quand ils sont avec Alzheimer, entre autres, puisque son mari est avec Alzheimer, et elle l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Elle a écrit un très beau livre, si tu veux, je te passerai le lien, et pour les auditeurs, c'est important. Ça s'appelle L'homme qui tartinait une éponge. Et dans ce livre, elle explique effectivement son parcours avec son mari, qu'au tout début, elle a retrouvé d'un seul coup en train de prendre une éponge et de passer du beurre et de manger l'éponge au petit déjeuner dans la cuisine. Et elle avait vu aucun signe avant-coureur avant. Et c'est quand elle l'a vu faire ça qu'elle dit « Oula, il y a vraiment un problème », et ça a enclenché et tout ça. Tout son process pour éviter le stress, et elle s'est aperçue qu'en donnant de la douceur, en donnant de la bienveillance et en suivant le malade, entre guillemets, du coup, c'était plus facile en relationnel. Et ce qui lui renvoyait était moins dur, parce qu'un malade atteint de Parkinson ou de Alzheimer, il peut être très violent. Ouais. Donc, il faut arriver à calmer, il faut arriver à... voilà, enfin... Donc, j'ai beaucoup appris à travers ça, et puis en allant discuter avec mes invités. Parce que chacun des thérapeutes m'ont donné des solutions. Je te parlais des thérapies sur les maladies non médicamenteuses, des thérapies non médicamenteuses, pardon. Il y a l'art-thérapie, faire dessiner. Il y a tout ce qui est autour des 5 sens. Tu vois, hier, j'étais encore avec Sweet Papy. Il est vraiment en fin de vie. Je lui ai pris la main et on s'est caressé la main pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et je sentais il faisait des pressions sur ma main, c'est-à-dire qu'il ressentait bien qu'il y avait ça. Je l'embrasse, je le chatouille. Il rigole encore alors qu'il est en fin de vie. Je le vois qu'il sourit. Il me fait des clins d'œil. Donc, c'est tout ça qu'il faut arriver pour moi à mettre en place. Et si tu savais que comme tout l'amour que tu leur donnes et qui te renvoie, c'est tellement sweet, c'est tellement bon, qu'effectivement, ton stress, il diminue. Toi qui connais l'endorphine, voilà. Et tout ce qui tourne autour, c'est énorme. Oui, puis on corrigule dans le sens que, tu sais, si nous on fait avec bienveillance, l'autre personne aussi le ressent, c'est sûr qu'il y a la maladie quand même, mais tu sais, il y a un effet de un à l'autre. Oui, tout à fait. Puis de comprendre, je pense, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que c'est de comprendre les étapes aussi de la maladie. Si, admettons, l'Alzheimer, il y a l'agressivité, tout ça, comprendre que ça fait partie du processus, puis de pas prendre ça personnel, que la personne est plus capable de te reconnaître, même si t'es son enfant. C'est sûr que ça fait de la peine, puis je pense que c'est une peine incommensurable. Oui, c'est un deuil blanc énorme. J'ai fait un épisode sur le deuil blanc avec plusieurs personnes. C'est énorme, c'est très très difficile. Mais il ne faut pas imaginer qu'ils ne te reconnaissent plus du tout. Dans certains cas, oui, mais c'est des très rares cas dans Alzheimer. La plupart du temps, il reste encore des choses.
Et si c'est pas par rapport à nous, j'ai fait un épisode justement sur ça où il y avait une dame qui avait Alzheimer qui communiquait avec plus personne. Et un jour, ils ont fait un concours de peinture. Et ils ont mis cette dame avec une feuille blanche et des pots de peinture. Et ils lui ont expliqué, ne sachant pas exactement si elle comprendrait, qu'il fallait qu'elle dessine quelque chose. Et là, ils sont aperçus qu'elle dessinait très très bien. Et elle a fait un très très beau tableau. Et comme c'était un concours, elle a gagné le premier prix. Et avant, elle était dans son coin, elle était enfermée dans son coin. À partir du moment où elle a gagné ce prix et qu'elle est venue faire la peinture et tout ça, elle s'est réintégrée au groupe avec les autres. Wow! Oh mon Dieu, ça me touche. Tu vois, ce sont des choses comme ça que moi, je n'imaginais même pas. Et ce sont des exemples. Il y en a plein comme ça. Et dans le podcast, c'est pour ça que j'ai été chercher des ressources en se disant, non, il faut pas abandonner. Il y a forcément un biais qu'il faut prendre, quelque chose. Tu vois, j'ai une mère qui a pas du tout d'humour. Mais pourtant, j'arrive à la faire rire maintenant. Et pourtant, elle est pas cool. Elle est pas cool du tout. Elle est pas cool du tout. Mais bon, pour moi, il faut essayer. Par contre, tout à l'heure, tu disais oui, mais tu as arrêté de travailler, etc. J'ai pas arrêté de travailler pour mes parents. J'ai pas arrêté de travailler parce qu'il fallait que je sois aidante. C'était encore pour autre chose. C'est parce que mon conjoint avait fait un infarctus et que on s'est arrêté à cause de ça. On était obligé de s'arrêter de travailler parce qu'on pouvait plus travailler tous les deux avec la société. Mais mes parents, je venais régulièrement. Mais la bienveillance, la gentillesse, elle se fait aussi bien à distance qu'en présentiel. Tu peux faire les deux. Mm-hmm. Et par exemple, je te dis, j'étais loin de mes parents quand même, et je voyais que ma mère n'arrivait plus à se maquiller correctement. Mais j'ai découvert un métier qui est exceptionnel. Tu fais venir à la maison une socio-esthéticienne. Pendant 1h30, elle l'a massée, elle lui a nettoyé le visage, elle lui a massé le cou, elle s'est occupée d'elle, elle l'a remaquillée, elle lui a fait les ongles. Tu vois, des petites choses comme ça. Il y a des métiers aujourd'hui qui arrivent dans ce qu'on appelle la silver economy, dans le monde des vieux, de nos parents vieillissants. Il y a des choses qui arrivent qui sont exceptionnelles. Mais si tu ne le sais pas, bah, tu peux pas l'appliquer ou tu peux pas aller chercher l'information. Ben Et non, ça t'enlève du stress. Ben, ça c'est sûr, là, tu vois, j'en apprends. Je sais pas si les auditeurs, vous êtes en train d'en apprendre, mais je pense que ça vaut la peine si vous pouvez écrire des commentaires, dire hey, wow, ok, ça je savais pas, c'est intéressant. Ça serait le fun d'avoir Mais vos bien sûr. commentaires. Mais il y a Puis, plein si de vous- nouveaux métiers. Il faut vraiment que les gens s'en aperçoivent. Et même au Québec, parce que j'avais interviewé une jeune femme qui est exceptionnelle aussi et qui m'a appris un métier qui n'existe pas encore en France justement pour Alzheimer. c'est quoi et comment elle s'appelle? Je passerai le lien. Je te passerai le lien. Elle fait un podcast également. Elle est Ah oui? podcasteuse. OK, parfait. Oui, Comme je vous dis, tous les liens vont être en bas dans les descriptifs. tout à fait. Dans le fond, les impacts psychologiques, t'as-tu des impacts psychologiques au niveau par rapport à tes parents, le fait de t'en occuper, ça a été quoi pour toi, ça? Alors, on parlait des émotions plutôt. Tu veux dire des émotions vécues Ben, ça ou de peut être des l'impact que ça a émotions. pu avoir par rapport à ma vie, quoi. Mhm. C'est quoi pour toi le plus important à transmettre aux auditeurs? Quand tu dis les impacts, c'est les impacts par rapport à nous, Ben au oui, niveau du qu'est-ce que ça stress? t'a fait, les impacts à toi, que ça l'a créé, le fait d'aider comme ça, de devoir donner du temps, oui. Alors, tu as fait un très bel épisode, qui est le numéro 7, que j'ai écouté par 2 fois et qui est, je me l'ai suis écrit: «Comment le stress peut-il se transformer en maladie?» Et là, j'ai tilté sur cet épisode parce que tu as très bien dit d'ailleurs dans cet épisode, ce que ça pouvait apporter le stress. Et là, très franchement, oui, moi le stress, j'ai réussi, plus ou moins à le juguler, mais pas tout le temps. Et des fois, c'est sourd, le stress. Et un jour, quand j'ai fait des examens, on m'a annoncé que j'avais du diabète. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis pas d'une famille de diabétiques, je mange pas de sucre, je mange correctement, équilibré, etc. Et j'ai cherché. J'ai dit, mais non, mais ton estomac noué, ton ventre noué, voilà, les résultats étaient pas bons pour la tension et les résultats n'étaient pas bons pour le stress, pour le diabète. Donc, oui,
le stress peut se transformer en maladie, puisque le diabète est considéré comme une maladie. Oui, mais tout changement, tout stress va apporter au niveau de nos organes une différence, une différente manière de fonctionner. Mm. Donc, il peut moins bien fonctionner, que ce soit l'estomac, l'intestin, tout ce qui a rapport à la santé. Même le stress peut amener aussi des pertes de mémoire, diminution de la concentration. Allez voir là, justement les épisodes que j'ai faits là, je vais mettre les liens aussi en bas pour aller que vous puissiez les revoir. Mais de mon épisode numéro 1, c'est qu'est-ce que vraiment le stress? Stress, bah Là, oui. les gens qui savent pas si ils pensent savoir, ils pensent ressentir, mais ils sont pas sûrs. Fait que c'est quoi vraiment le stress? Donc aussi, c'est quoi les symptômes du stress? Et justement, les causes du stress, parce qu'on n'imagine pas des fois quelle cause qui peut nous causer du stress. Ensuite, ben justement, il y a les maladies. Puis si j'ai aussi d'autres entrevues comme Anne que je fais avec qui pour diverses situations justement qui peut vous aider. Donc effectivement, il y a des impacts psychologiques, impacts physiques aussi, puis même aussi la fatigue, hein, la fatigue physique et mentale. Ouais. Ouais, tu as la fatigue, tu as la culpabilité. Oui, ça, on va en parler tantôt, la culpabilité. Ouais, on va en parler. Ça, la culpabilité, c'est énorme. Ça, on va en parler tantôt. Restez jusqu'à la fin, ça va être vers la fin. Ouais. Puis, toi, tu dirais, comment qu'on peut, parce que là, on peut être célibataire, on peut être en couple, on peut avoir des enfants. Comment on peut, ou comment tu as fait, ou comment des idées comment on peut harmoniser ça? Le fait d'être proche aidant, est-ce que tu es capable de nous dire quelque chose? Oui, tu veux dire vie perso, vie pro, plus vie d'aidante. Oui, c'est ça. Écoute, moi, je me suis toujours posée en me disant, on a une vie avec des enfants, on est arrivé à gérer des enfants, on arrive à gérer notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie avec nos parents. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et être aidant, enfin pour moi, être aidant, c'est comme si tu étais investi d'une mission. C'est une mission supplémentaire. Tu éduques tes enfants, tu fais ta vie. Voilà. Moi, j'ai essayé de trouver un fil conducteur à tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, m'occuper de mes parents, comme je savais que c'était, on revient à ton terme, d'irrémédiable, qui restait, t'as l'espace-temps qui est super important avec les parents. Tu te dis que ça va passer très vite. Et donc, je me suis dit, j'ai une mission, c'est de les accompagner jusqu'au bout, de la manière la plus zen possible. Alors, peut-être que effectivement, j'ai mis un peu de côté ma vie de couple. Elle était différente. Peut-être que j'ai mis de côté la vie avec les enfants, encore que les enfants étaient grands, donc j'avais pas forcément besoin de m'en occuper. J'ai un peu lâché cette partie-là en disant bon ben maintenant débrouillez-vous quoi, à chacun son tour. Maintenant je passe sur les parents. Et puis après la vie de famille, tu vois ça, la vie quotidienne et la vie de famille. Finalement, ben tu vois, comme mon mari s'est retrouvé quand même avec son père à gérer, ben lui aussi il peut avoir à gérer ce genre de choses. Donc ce sont des étapes. Voilà, j'ai pas considéré que c'était un stress d'arriver à niveler un petit peu tout. Pour moi, c'était une mission que d'arriver une fois de plus à gérer correctement mes parents. Et ça faisait partie, et ça fait toujours partie pour moi d'un équilibre qu'il faut arriver à maintenir pour être bien. Je me suis toujours dit aussi, si dans le sens contraire, je m'étais pas occupée de mes parents, j'avais fait vraiment le déni et sans me stresser en disant après tout. Il y en a plein dans les familles, tu le disais au tout début, qui disent oh là là, non. Mais moi, je me suis dit mais je pourrais pas, je partirais avec un sentiment je les laisserais partir avec un sentiment tel de culpabilité que je pourrais pas. Mais il y en a plein que ça gêne pas du tout, hein, voilà. Il y a tellement d'exemples. Tu sais, au début, j'étais persuadée que j'étais toute seule comme aidante dans le monde entier. J'étais la seule aidante d'en avoir 3. Il y a que moi qui vivais tout ça. Tu vois. Et puis en fait, au fur et à mesure d'interroger les gens, d'interroger les thérapeutes, les médecins, les professionnels, les soignants, les aidants, les ex-aidants, mais je me suis aperçue que quand tu discutes avec les gens, mais 95% des gens ont été aidants à un moment ou à un autre.
Tout le monde a été aidant. Ça fait partie d'une vie, donc ça fait comme les autres épreuves ou passages, il faut savoir le faire correctement. Alors j'ai réussi par moments, puis par d'autres, pas trop. Je pense qu'à quelque part, avec ce que tu me dis, je sais pas si tu vas être d'accord, que en même temps, c'est une question de choix puis une question de mindset. Tu sais, quand Tout à tu fait. dis que oui, il faut, quand on est dans cette situation-là, ben, on va se dire, OK, ben là, ma vie est quand même en train de changer. Hein, c'est pas possible. Tu sais, on peut pas se dire, ah, ma Mmh, vie, elle va être pareille. bien On sûr. peut pas, là. Fait que, Non. qu'est-ce que tu fais comme choix? C'est sûr, il y a des petites choses que tu vas mettre de côté, comme, ça peut être des Oui, petites comme des grosses. ouais. Puis je pense que de discuter avec les personnes, tu sais, toi, mettons, avec ton conjoint, tu l'as mis un petit peu plus de côté, Mmh, c'est que lui, il comprenne cette situation-là, mais que tu puisses voilà. avoir une bonne Mmh, discussion avec la communication, dire, écoute, c'est sûr que notre vie de couple en prend un coup quand même, mmh, mais tu sais, d'être capable de vivre aussi à travers ça. Je connais une dame, une de mes clientes, elle, son mari l'aidait. Puis justement, là, sa mère est décédée il y a peu de temps, mais elle s'en est occupée. Mais mon Dieu, son mari a été là, puis moi, ça me touche. Ça me touche quand le couple est capable de faire une équipe ensemble. ouais, j'ai vu souvent ça. C'est très beau. L'autre se sent soutenu aussi, se sent Mmh pas mh. tout seul à vivre ce qu'il vit. Donc, et puis que là, il y a la frustration, mais là, s'il y a de la frustration, que l'autre aide pas, ben là, ça aide pas non plus ta vie de couple. Fait que là, c'est encore plus pire, là. Oui, oui, puis moi j'ai eu la chance quand même d'avoir une famille. J'ai des frères, dont un de mes frères qui a accepté de vivre, ici dans la maison pour s'occuper de ma mère, de rester avec elle, tu vois? Donc voilà, il faut chercher de l'aide, il faut chercher du soutien, il faut chercher la famille, il faut s'entourer parce que le 1er, plus gros stress de l'aidant, c'est d'être isolé, d'être seul. Tu parles en tant que proche aidant? Ouais. Oui et puis de Oui. toute façon, c'est les retours que j'ai eus de tous les aidants. Ils se Oui, sentent seuls. oui, mais à la fin, on va en discuter, mais il y a des ressources, là. Il y a des Bien ressources. sûr. Puis là, même encore, si vous écoutez le podcast de Anne, elle donne plein de ressources, mais Mmh. ben, je peux le dire aussi quand même là, c'est que, tu sais, vous pouvez aller voir sur le net, il y a au niveau gouvernemental, même pour vous recevez un montant même au niveau par mois en tant que proche Bien aidant. sûr. Il y a des centres, je suppose que, ah oui, je l'ai mis, j'ai trouvé Info Aidant, qui est Oui. l'appui pour les proches aidants, qui est un organisme pour soutenir et écouter les personnes proches aidantes. Ouais, Euh, ouais. Il y a plein de choses. En France, il y a des cafés des aidants. Je suis sûre que ça existe aussi chez vous. Il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que je pense que le plus gros problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que peu d'aidants se reconnaissent aidants. Ils considèrent que c'est normal d'aider les parents. C'est mon job d'aider mes parents, c'est normal, je prends la suite, ou c'est normal que je m'occupe de mon mari ou de ma femme qui est handicapé, ou que je prenne en charge mon enfant autiste, c'est normal. De considérer qu'on a un statut de proche aidant, et le statut en France, il existe réellement, et je pense en Europe aussi, c'est autre chose, c'est plus compliqué de l'accepter. mais Anne, alors, qu'est-ce que ça pourrait aider les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment on peut se considérer un proche aidant? Parce Mais que un là, proche si on ne aidant, sait c'est pas, quelqu'un qui est dans le quotidien, qui aide à orchestrer le quotidien de ses parents ou de son proche. Pour tout, pour l'administratif, pour le physique, pour le quotidien, pour la maison, l'appartement, les déplacements, la voiture, tout ce que tu as dit au début, c'est exactement ça, c'est l'univers du proche aidant au complet. Alors parfois, certains ne passeront pas par telle et telle étape, ils ne verront pas la perte d'autonomie au niveau de la voiture, par exemple, qui ne conduisent plus. Tu parlais tout à l'heure de la voiture, mais aller de leur dire non, tu me donnes tes clés, mais dorénavant, tu n'as plus le droit de conduire, c'est particulièrement difficile. Ça fait partie des étapes aussi qui sont compliquées. Mais quand tu leur expliques qu'il y a vraiment danger, bon, voilà. Donc, c'est un monde vraiment très complexe. Je pense qu'il y a souvent des solutions par rapport à tout, mais il faut accepter de se faire appeler comme étant un proche aidant et de se faire soutenir et de ne pas rester dans son coin. Il y a des solutions. oui, puis tu sais, proche aidant, ça veut pas dire que c'est pour tout ça. Ça peut être juste au moins, tu sais, j'ai une de mes clientes, elle va faire le ménage, Mmh. elle va faire l'épicerie. Ben,
c'est peut-être pas toute ta journée au quotidien qui est avec ton parent, mais tu fais quelque chose quand même pour Mais aider. oui, mais moi, ma sweet mamie, un jour, m'a dit, mais tu n'habites pas ici, tu n'es pas proche aidante. Ah Ah, ouais, c'est... ah. Et j'ai dit, oui, j'habite pas ici, c'est vrai, mais je suis proche aidante. Puis comment qu'on peut être proche aidante, mais à distance? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne en étant à distance? Alors moi, je passe pratiquement 50% de mon temps à m'occuper de leurs finances, à faire les dossiers pour eux. Tu vois, comme ils ont été en EHPAD, par exemple, j'ai beaucoup de dossiers à faire, à m'occuper des finances, à faire les déclarations d'impôts, à payer les factures. Il y a les factures de la maison, il y a l'électricité, il y a toutes ces choses-là, de toutes les petites réparations. Quand tout le monde n'est pas parti en maison de retraite en n'ayant plus rien, en n'ayant même plus de maison, plus de voiture. Là, on est en train de s'occuper de voir comment est-ce qu'on va vendre la voiture. Il y a toujours un truc qui arrive, sans compter ce qui leur arrive sur place. C'est-à-dire qu'ils nous appellent pour dire, ou le même sur place dans la maison de retraite, ils nous appellent pour dire, il manque du savon, il manque tel produit, il a plus de chaussettes. C'est un peu comme quand tu les envoies en colo, tu vois. À la maison de retraite, il y a toujours quelque chose. Quand je suis arrivée, là, je suis allée faire les courses pour Sweet Mamie parce qu'elle avait plus de fond de teint. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as besoin de te maquiller encore aujourd'hui en rigolant, tu vois. Mais j'ai dit, non, j'étais trop contente parce qu'elle était tellement heureuse de me voir que quand je suis arrivée hier, elle avait mis du rouge à lèvres. Alors, il y en avait un peu partout. Mais bon, j'ai rigolé. J'ai dit, fais-moi un bisou, comme ça, j'en avais, voilà, c'est toutes ces choses-là, mais n'empêche que le rouge à lèvres, pour qu'elle se mette, il faut l'avoir acheté. Voilà. Sinon, après, ils sont seuls. Moi, j'en vois beaucoup qui sont tout seuls dans les maisons de retraite. Où vraiment les soignants me disent, mais il n'y a pas de famille. Ils font quoi? Je veux dire, comment... C'est les équipes qui se débrouillent, qui vont acheter pour les gens et je sais pas. Voilà. Wow. Quand même, hein? Ça fait de la peine de voir ça, hein? Oui, moi ça me fait de la peine et c'est pour ça que, tu vois, pour terminer, je voudrais dire que je suis fière d'être proche aidante et je suis fière de ce que je fais jusqu'à maintenant, depuis plus de 5 ans pour les parents. Et ce qu'on fait même en Mhm. famille, parce que il faut arriver à s'entendre aussi en famille, hein. C'est pas facile des fois. J'entends des choses incroyables. Non, non, Ouais, oui, j'en ai entendu moi aussi, mais souvent plus ouais, toi parce que toi, c'est ton univers, là. Moi, c'est pas mon univers, mais moi, ouais, j'ai des clients de toutes sortes ouais, qui me parlent de leur vie. mmh, Donc pour les ouais, ouais. ressources, dans le fond, tu en as dit beaucoup. On Ouais. peut entendre ton podcast. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu pourrais nous dire qui Les existent? ressources, c'est mon programme de Sweet Papy, le Sweet L, hein, parce que moi j'accompagne les aidants et pas uniquement pour avoir des ressources particulières, mais pour accompagner, c'est-à-dire pour donner mon expérience. J'ai 2 étapes qui sont importantes pour moi dans mon accompagnement. La première, c'est effectivement ce que j'appelle le primo aidant, c'est-à-dire que quand tu t'aperçois que tu vas devenir aidant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Donc tout le côté pratico-pratique où je guide les aidants en leur disant il faut penser à ça, ça, ça et ça. Et puis la deuxième étape qui me paraît très très importante aussi, c'est l'entrée en maison de retraite. Ce passage-là de dire on les sort du domicile et on les place. J'ai horreur de ce terme, mais bon, on les fait voyager pour aller jusqu'à une maison de retraite. C'est très difficile psychologiquement et là aussi il y a beaucoup de stress. Moi, je sais que je l'ai vécu et la première fois c'était difficile. Là encore, il y a 2 mois avec ma mère, il y a 2 ans avec mon beau-père. C'est une étape où tu les fais rentrer quand même dans une maison où tu sais qu'ils reviendront pas chez eux globalement. Oui, puis Là, ça c'est peut les irrémédiable. stresser. Puis eux, là, c'est quand ça fait longtemps qu'ils sont dans leur maison. Il y en a que ça fait 40 ans, 50 ans, là. Bien sûr. Euh, tu les fais changer, fait que là, ils vivent un stress, ils vivent l'anxiété, ils sont avec d'autres personnes, il y en a qui veulent rester Voilà, dans leur chambre. tout à fait. C'est comment faire face à ça. Est-ce qu'il y a des Faire face à ça et psychologues? qu'est-ce qu'il faut mettre en place là-bas? Comment ça se passe pour améliorer? Comment est-ce que ça se passe les relations avec ces gens qu'on connaît pas? Parce que d'un seul coup, ils vont être avec des soignants, avec des infirmières. C'est d'autres gens qui vont les tripoter, excuse-moi, hein, mais qui vont les laver, tu vas confier le corps de tes parents d'un seul coup alors qu'ils étaient près de toi. Et puis l'aidant qui est resté vraiment proche aidant à la maison, qui s'est vraiment occupé tout le temps, il va avoir beaucoup de mal à lâcher son enfant quelque part. Et c'est là que le stress est hyper important aussi, mais qu'il faut que s'apercevoir qu'en lâchant son parent, en les laissant aller là-bas, on peut récupérer
une qualité de vie, nous, et j'irais beaucoup mieux avec eux. Si tu savais Ouais. comme moi, je suis heureuse aujourd'hui, je dis bien le terme heureuse, de voir que Sweet Mamie, elle remarche, elle sourit, elle joue au Scrabble. J'ai joué au Scrabble il y a 3 jours avec elle, elle jouait plus au Scrabble depuis plus d'1 an. Il y a des choses qu'on peut faire avec eux parce qu'ils sont pris en charge là-bas, ils sont en sécurité. Ouais. Des fois, ils ne sont plus en sécurité à domicile. Oui, c'est de faire le choix, nous aussi, et faire le deuil de dire, OK, ben, je vais placer mon parent. Mmh. Mais en fait, moi, j'ai une tante, elle, là, quand elle était dans une place, là, était placée, puis elle était beaucoup plus stimulée que versus à la maison, à part regarder Bien la sûr, télé. Donc, bien elle sûr. avait le lien avec les gens, les relations, être stimulée. Les gens sont là pour ça. C'est sûr qu'il y a Bien il y a sûr. des places qui sont plus Mmh. adaptées que Mmh. d'autres. Ouais. Après, il faut bien choisir l'endroit. Et ça, moi, j'ai pris l'habitude. Je sais quels sont les points qu'il faut regarder quand on visite, et voilà, c'est là-dessus que je guide de plus en plus les aidants. Ça serait quoi les points à voir quand que tu cherches une place? Ouais, ça dépend tellement de ce que tu ressens, ça dépend de l'équipe. Alors, il faut savoir que dans les maisons de retraite, aujourd'hui, il y a 2 types, hein. Il y a les résidences autonomie aussi, où t'es pas obligé d'attendre qu'ils soient complètement en perte d'autonomie pour déjà les faire sortir d'une maison qui est dangereuse parce qu'il y a des escaliers, parce qu'il fallait qu'ils montent à l'étage, etc. Ils peuvent partir dans des jolis appartements, dans des résidences autonomie, où par contre, ils ont plus à faire à manger. Et ça, j'en ai visité un certain nombre en France, où ils ont plus à faire à manger, ils ont la femme de ménage qui passe directement, il y a plein de choses comme ça. Et puis tu as l'EHPAD, où c'est vraiment parce qu'ils perdent d'autonomie. En général, c'est parce qu'ils sont en fauteuil roulant, ou qu'ils ont plus de mal à marcher, ou carrément dans des unités protégées, dites des unités Alzheimer. Donc là, t'es obligé parce que c'est trop dangereux à domicile. Mais c'est différents points, et beaucoup de ces je veux dire, de ces environnements, de ces établissements ont mis en place ce qu'on appelle Humanitude. Humanitude ou d'autres, des Montessori, etc. Tout ça, ce sont des formulations de thérapie non médicamenteuse. Il y a des espaces Snozelen, je sais pas si tu connais Snozelen, c'est un concept avec une salle avec des lumières, avec des coussins, où ceux qui ont pu vraiment toute leur tête, ou qui ont plus les sensations, on leur remet des ballons, des choses c'est tout autour du 5 sens. Voilà, il existe des belles choses quand même. Après, tout dépend effectivement des soignants, de l'équipe derrière, de la direction, voilà. Et Ouais. surtout des moyens qu'on a. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Les Savoir moyens si on a financiers. les moyens financiers, Oui, ouais. j'en entends, là, des fois, ça peut aller jusqu'à 5 000 $ par mois. Tout à fait. Euh, Voilà. Il y a En des Canada, familles qui peuvent pas. elle, c'est en euros, là, Mmh. mais quand même, nous, les EHPAD, c'est les CHSLD là, qu'on Ouais, tout rencontre. à fait. Ben, j'ai Ouais, interviewé Martine Labrèche d'ailleurs, qui était aussi une podcasteuse, et qui elle m'a parlé effectivement au Québec quand elle avait installé sa maman là-bas. Comment ça fonctionnait, c'était ma grande question, c'est comment ça fonctionnait chez vous par rapport à chez nous. c'est quoi? Tu te souviens-tu, c'est quel épisode? C'est quoi le titre pour qu'on puisse dire aux gens? On doit être, ça doit être le 7 ou 8e, je pense, c'était dans les tout débuts. Ah, OK, parfait. Mais là, Martine Labrèche, voilà. oui, 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 je la connais, je sais c'est qui. Fait que là, j'aimerais ça qu'on parle de la culpabilité. Parce que la culpabilité, j'ai sorti quelques mots du pourquoi on se sentirait coupable. Alors, avant que Anne puisse nous parler de la sienne, pourquoi on aurait de la culpabilité? Donc, on a l'impression de pas être assez pour améliorer la situation de notre parent puis de pouvoir répondre à ses besoins. Il y a le temps et l'attention qu'on n'a pas assez pour eux parce qu'on a quand même d'autres responsabilités. On a aussi les émotions négatives, c'est qu'on ressent des frustrations, de l'épuisement, de l'agacement. Donc, quand on ressent ça, ça nous tente moins d'aller aider, mais en même temps, on est pris qu'on veut aller l'aider, mais on n'est pas bien à l'intérieur de soi. Et c'est contradictoire avec l'amour et le respect qu'on veut leur donner. Il y a aussi les décisions qui sont difficiles à prendre, comme aller justement dans une maison de retraite, aller dans un CHSLD, avoir des soins à domicile. Le changement de rôle,
Celui d'être soignant, ça peut être perturbant justement parce que la relation, elle est inversée. Hein, on appelle ça un rôle Inversé. inversé. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le manque de temps pour soi. On néglige ses propres besoins pour prendre soin de ses parents. Fait que ça peut conduire vraiment à la culpabilité parce qu'on ne parvient pas à équilibrer notre propre besoin par rapport à son parent. Il y a aussi les promesses non tenues. Tu sais, on se dit, ah, je te promets, mais en même temps, il y a plein de changements, puis en fin de compte, ça se passe pas comme on voudrait. Donc, on veut bien que Souvent. leurs parents, tu sais, dire oui à nos parents, mais c'est pas ça du tout. Des fois, il y a la pression sociale et familiale. Donc, les attentes, les jugements, ils sont pas les mêmes par rapport à ce qui est ressenti par l'aidant. Et la dernière chose, c'est qu'on peut se comparer face à d'autres aidants. Donc, on se compare. Donc, est-ce qu'ils gèrent mieux? Moi, je gère pas si bien que ça. J'ai moins de temps. Donc, ça renforce vraiment la sensation, le sentiment de culpabilité. Là, on parle pas de Ouais. l'impuissance, tantôt on va parler de l'impuissance, mais là, on Ouais. parle de culpabilité. Donc, Culpabilité. toi, Ouais. Anne, comment t'en as-tu vécu un? Puis si oui, Oui, j'ai tout ce que tu as dit, bien évidemment, à travers toutes les étapes, bien évidemment. Euh, euh, Moi, je reste persuadée que, par exemple, les groupes de soutien, les groupes de parole, ça reste un endroit où on échange justement tous nos sentiments de culpabilité et où on s'aperçoit que on n'a pas les mêmes que les autres, mais les autres nous guident et nous disent ah oui mais moi quand j'étais dans ton cas j'ai fait ça, etc. On en revient toujours à la même chose, c'est que face à la culpabilité, je pense qu'il faut aller chercher du soutien pour trouver des solutions. Et entendre aussi la version des autres, entendre d'autres témoignages aussi. C'est important de se rendre compte qu'on n'est pas complètement tous dans la même situation. Ou au contraire qu'on est tous dans la même situation. Ça dépend de ce qu'on vit en culpabilité. Mais puis après, moi, je dirais qu'on fait de son mieux. oui, puis c'est peut-être pas si pire ce qu'on fait déjà. Dans le Non, fond, c'est ça. moi, j'avais justement le soutien psychologique, le partage des responsabilités Ouais. aussi, la Ouais. reconnaissance de ses propres limites. On n'est Mm. on est pas, tu sais, quand on se compare, peut-être que l'autre a plus de Mm. temps, moi j'ai moins de temps, elle a plus de facilité à faire telle chose. Bien sûr. Admettons les chiffres, tu sais, comme tu parlais, Ouais, ouais. tantôt, tu as quand même Mm. parlé beaucoup à distance c'est tous Mm. des chiffres, là. Moi, Ouais. ça se peut que l'autre personne, elle n'ait pas le temps ou qu'elle ait une difficulté à faire ça. Donc, dans ce temps-là, on fait un partage. OK, ça, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu sais? Ouais, tout Puis à fait. C'est exactement ça. encore là, c'est de demander. Il y en a que c'est très difficile de demander. Ils vont tous prendre la responsabilité sur leurs épaules Ouais. parce que c'est eux seulement qui sont capables ou non, 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 c'est mes parents, je vais m'en Mais c'est occuper. ça. Tu as l'impression que tu es investi d'une mission, donc tu peux pas la confier à quelqu'un d'autre. Mais oui. Fait que c'est difficile, mais c'est parce que ça n'amène pas juste de la culpabilité. Ça amène du stress, mais le stress peut amener justement la difficulté à dormir, justement, tu Mm. sais, la fatigue. Donc, tu sais, si tu t'amènes à ça, tu finiras plus, là. Tu finiras jamais ta mission parce que Mais non, mais tu tournes en rond en fait dans le négatif, donc tu t'en sors pas en fait, tu t'en sors pas. Donc il faut aller discuter avec les autres, il faut partager, il faut. Moi, je suis toujours, tu vois, pas face à la culpabilité. C'est sûr que je me sens coupable encore d'avoir mis Sweet Mamie en EHPAD, mais il faut toujours aller chercher les solutions les meilleures, parce que c'est celle-là où tu dis ça y est, j'ai réussi, j'ai trouvé la bonne solution, et là tu souffles en fait. On est toujours sur la même chose, c'est la culpabilité, elle ouais, redescend d'un niveau, de 2 niveaux, parce que tu dis bon allez ça y est, j'ai trouvé la solution. Et pour trouver la solution, il y a rien de mieux que d'aller chercher à l'extérieur, de discuter, et puis discuter avec son proche aussi, de lui demander mais qu'est-ce que tu veux pour éviter la culpabilité. ben peut-être que ça, je l'ai fait avec ma fille, là, justement, des fois, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu sais, des fois, ils nous donnent des meilleures réponses que nous, Mais bien on sûr, pense. Fait que là, bien elle va sûr. peut-être te dire, ben moi, je voudrais ça. C'est comme, Mmh. c'est bien simple, cette affaire-là. Tu dis, Bah oui, puis des fois, tu y penses pas parce ils te proposent eux-mêmes certaines choses en disant ah bah oui finalement parce que tu arrives toujours avec ton état d'esprit et puis du coup tu te sens coupable parce que tu vas mettre ça en place et puis finalement bah ton proche il te dit bah non mais moi je préférerais ça. Ouf, ça y est, ça t'enlève une pierre. Hein. tellement. Ça, là, j'espère que les gens, ils vont comprendre ça, là. Mmh.
demander, parler avec la personne même. À Oui, moins qu'elle soit oui, vraiment il existe quelqu'un toujours, il est toujours vivant, il est toujours là, il existe. Mon proche, ça s'appelle bien un proche. Voilà, c'est mon proche aussi, en c'est même ça. temps, c'est sûr qu'il y en a qu'on peut pas faire ça parce qu'ils ont tellement de déclin cognitif que c'est pas possible. Il y en a que Oui, tu prends, oui, mais à ce moment-là, si tu prends les décisions, moi je dis si tu prends les décisions pour l'autre, parce que il a tellement de déclin cognitif que à ce moment-là, tu dois te sentir moins coupable. ben oui, puis Là, mais c'est bon. tu te sens coupable avec ton proche quand il serait capable de te dire, mais non, c'est pas ça que je voulais. Mais là, il peut pas te le dire. C'est vrai, hein, qu'est-ce que tu dis? Hein? Commencer avant que ce soit trop, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de vraiment le soutien, tout ça. Puis je suis contente que tu en parles, Anne, parce que, tu sais, t'es pas la seule que tu t'es dit, ben là, je me sens toute seule, je dois être toute seule là-dedans. C'est tellement pas vrai. Tu sais, c'est comme quand on sent, quand on se sépare, quand on vit ou quand on vit une difficulté avec un enfant, ben là, on a l'impression d'être toute seule. Ben non. Il y a plein de groupes, il y a tu sais, sur les réseaux Bien sûr, sociaux, vous pouvez aller chercher de oui, l'aide, tout ça. bien Donc, sûr. en passant, tantôt quand tu parlais de ton programme, est-ce que c'est un programme de groupe? C'est-tu individuel? Il y a les 2. En fait, il y a des séances individuelles et il y a des séances en groupe. Je fais aussi des conférences. J'ai fait un certain nombre de conférences par rapport à la perte d'autonomie. Par exemple, j'ai fait une conférence, ça s'appelle les conférences aidantes. On peut retrouver sur YouTube. Et c'est des conférences que que j'ai fait sur des thèmes un peu particuliers. Par exemple, est-ce qu'on peut garder la proximité et la tendresse avec nos parents une fois qu'ils sont partis en EHPAD? Est-ce que cette proximité qu'on avait, du fait qu'ils soient ailleurs, doit changer? Comment est-ce qu'on se prépare à leur mort? Encore un grand sujet aussi de culpabilité. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça va arriver là quand même. Oui, oui, mais est-ce qu'on se prépare avant? Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on a le droit de leur en parler avant? Wow, ça, Et c'est là, un sujet chaud. tu te dis, bah mince, je leur ai pas demandé, je leur ai pas demandé. Mais je peux te promettre que quand tu dois remplir, comme j'ai fait il y a pas très longtemps pour une cliente, les directives anticipées, enfin en France, c'est, tu sais, les directives pour dire qu'est-ce qui se passe quand il va partir, ben, je peux te promettre que là, tu te dis, ben, j'aurais préféré lui demander tant qu'il était encore en état. Ce qu'il Effectivement. voulait exactement, voilà. Ben, Et là, effectivement. voilà. Pour le sentiment d'impuissance, ben, on peut sentir un sentiment d'impuissance face à la santé de justement notre personne qui est vieillissante. Je vais dire encore comme la culpabilité des mots. Donc, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans et Anne aussi. Donc, on a des sentiments d'impuissance par rapport au progrès de la maladie. Hein? Elle se détériore, on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas rien faire aussi des fois. Des fois, on peut faire des choses comme Anne nous disait pour améliorer, pour garder stable, mais des fois, c'est pas possible. Il y a les limites de nos compétences médicales aussi, Oui. aussi on peut sentir un impuissant. Parce que des fois, ça peut être très complexe. Hein? Il y a nos ressources qui sont limitées. Donc, autant au niveau financier, au niveau des professionnels, au niveau du manque de temps, on peut se sentir coincé vraiment là, dans ça. Il y a l'isolement. Tantôt, on en parlait, Anne, de l'isolement. Donc, on se sent seul dans son rôle. On n'a pas de soutien émotionnel qui est suffisant. Donc, ça renforce vraiment le sentiment d'impuissance. La complexité des besoins, on ne sait pas toujours quoi Oui. faire quand là, ça devient complexe, multiple, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Des fois, ça demande, c'est ça, une coordination des services, des spécialistes. Écoute, ça finit plus des fois. Il y a les changements qui sont inévitables, donc qui vont nous échapper à notre contrôle, hein, des changements d'humeur, des pertes de mémoire, des comportements imprévisibles du parent. Il y a la communication qui est difficile aussi, qui peut être là, parce qu'il peut y avoir des problèmes de compréhension, des problèmes de langage, des problèmes de mémoire. Donc, l'aidant naturel va se sentir démuni face à ça et impuissant. Et la dernière chose, c'est qu'il y a le sentiment de dépendance. Hein? Voir un parent qui autrefois était autonome, ben là, il devient dépendant. Ça peut être autant c'est stressant,
puis ça fait un choc émotionnel, puis ça fait vraiment comme quand on jette une roche dans l'eau, ben ça fait des vagues, ben c'est la même affaire, hein? Donc, Moi, on peut... c'est juste par rapport à ce que tu dis, par exemple, moi, je me suis retrouvée mais impuissante quand je les ai vus tous les trois avec des couches. Ah oui, j'ai pas pensé à cet aspect-là. Les trois en couches. Et là, je me suis dit, mais voilà. J'ai dit, là, j'ai au secours. Et puis après, bon, maintenant, j'en rigole parce que je dis, bah, au moins, comme ça, j'ai plus besoin de les emmener aux toilettes. Oui, parce qu'emmener aux toilettes, moi, je sais dans mes stages, emmener quelqu'un aux toilettes, là, la personne, elle a envie. Là, elle est très lente. Là, il faut qu'il se lève du lit ou de la chaise. Là, il y a la chaise. Là, c'est lent. Là, elle a le temps, là, de faire un besoin ou faire pipi. Puis là, des fois, il y a une couche. Puis là, le temps de l'amener, le temps de la tourner. Là, il faut pas qu'elle tombe. Là, le temps de la mettre sur la toilette. Là, tu la mets sur la toilette. Là, il faut que tu l'essuies. Puis là, il faut que tu la... Écoute. C'est pas ton métier, c'est pas toi. Moi, je me suis retrouvée comme ça avec Sweet Papy, hein, où j'avais réussi à l'installer sur les toilettes, mais il a pas réussi à se relever, et moi, j'ai pas réussi à le sortir des toilettes. Hey, là, c'est la cata, là. Mais donc non, et là, t'es vraiment puissant, ce que de le dire. Non, savez-vous que, tu sais, moi, je l'ai appris dans mon cours dans ma technique en physiothérapie, là, mais je sais pas s'il existe sûrement un cours pour nous aider, ou, tu sais, les infirmières, quand, tu sais, ou quelqu'un qui veut nous aider à comment le faire, parce que, en fait, aussi, il faut pas se blesser. Quand on prend Non, le parce que c'est super stressant, bien sûr. Oui, c'est un balancement, mais en même temps, moi, ma tante, elle avait une genre de... On pouvait l'asseoir à partir de la chaise roulante, elle se levait debout, puis là, mon oncle avait comme un buggy à roulette pour l'emmener aux toilettes, puis là, elle avait juste à s'asseoir, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Donc, il y a des outils comme ça qui peuvent faire Bien ça. sûr. Encore là, je pense que si vous allez voir des spécialistes avec les personnes âgées, ben c'est eux qui vont pouvoir vous le dire selon, tu sais, ils font des évaluations, mettons, c'est Ouais. En France, on appelle ça des ergothérapeutes. Je sais pas comment vous appelez ça au Québec. On a des ergots aussi qui sont spécialisés, Voilà. ça dépend. On a des ergots spécialisés, mettons, pour les arrêts de travail, la main, mais tu sais, il y en a pour aussi les Mais pour les personnes âgées, nous, ils viennent à domicile et ils regardent le domicile pour la douche, comment est-ce qu'on peut les laver, est-ce qu'ils ont des barres de soutien, les choses comme ça. Est-ce que, OK, puis y a-tu d'autres moments, à part les couches, que tu t'es sentie impuissante? Impuissante? Parfois face à la méchanceté, où tu t'es beaucoup occupé d'eux, tu as fait plein de choses, et puis comme un enfant, ils te font un caprice, ou ils sont pas cool du tout, ou ils sont carrément méchants, et là tu dis, pouah, là t'es impuissant, tu sais plus quoi répondre. T'as qu'une envie, c'est de fuir et de partir. T'es pas dans la culpabilité, t'es dans l'impuissance. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, ça fait dégonfler le ballon, quoi. Ah ouais, ben là, ça de la frustration, on voudrait laisser tout ça là, mais en même Frustration, temps, et puis tu te dis, bon, j'y suis pas arrivée. Ce sont les moments de découragement, c'est-à-dire j'y suis pas arrivée. Ou face à la maladie. Et quand la maladie a pris le dessus, là, t'es impuissant. J'aime le mot découragement, Anne. Ouais. Parce que je pense que des fois, tu sais, c'est sûr que il y a des moyens de s'en sortir, mais je pense que des fois, le découragement, il peut être là, comme tu dis. On sait plus quoi faire. Ah, il y en a automatiquement, hein. Avec ce que tu parlais de la fatigue tout à l'heure, avec la fatigue, t'es plus découragé, t'es plus, voilà. Il faut arriver à repartir. Heureusement qu'il y a de ces moments-là, d'ailleurs, que c'est par vague, hein. Effectivement. Puis que c'est la réalité. Oui, mais d'un côté, après, tu as des moments comme ça, donc il y a des moments où ça repart, et puis voilà, c'est la vie. Oui. On s'en va vers la fin, Anne. Mon avant-dernière question. Tantôt, tu parlais qu'ils s'en vont vers la mort. Comment, selon toi, on peut se préparer émotionnellement et psychologiquement à la perte éventuelle de nos parents? D'un parent,
Alors, tu me poses une grosse colle parce que c'est justement ce que je suis en train de mettre en place au niveau de mon autre programme, c'est de travailler sur la fin de vie et le deuil. Donc, je suis en train de me former à ça parce que je sais que ça va pas tarder à m'arriver. Et donc, voilà. Mais j'ai déjà invité dans mon podcast des deux personnes qui m'en ont parlé, qui sont des spécialistes du deuil. Je dirais que globalement, tu ne peux pas te préparer à ça. Il y a pas de préparation particulière. Tu as la préparation pratico-pratique, par contre, qui est importante, oui. Quels documents, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que t'as toujours des délais au moment de la déclaration du décès. Mais au niveau de la charge mentale, je pense que chacun va fabriquer son deuil et sa façon de réagir par rapport à la fin de vie d'une manière différente, selon les étapes, selon ton âge, selon la situation. Moi, je tente de m'y préparer depuis des années, mais justement en ayant ce rapport et cette douceur où je sais qu'en arrière, j'aurais fait presque tout ce qu'il fallait. Et que je l'aurais fait avec douceur, que je l'aurais fait avec gentillesse, avec bienveillance, que non pas que j'aurais rien à me reprocher, mais que voilà. Et quand je vois Sweet Papy aujourd'hui, qui est vraiment à quelques mois, je pense, de partir, si ce n'est quelques semaines, et que je vois le regard d'amour qu'il y a encore et qui me reconnaît et qui me touche, qui me caresse la main, pour moi, c'est voilà, il peut partir demain. Il peut partir demain. J'aurais fait ce qu'il fallait. Mais il y a quand même le sentiment, tu sais, quand tu as donné du temps et de l'amour et que tu en as reçu, il y a quand même après aussi, ce que j'entends dans ma clientèle, le sentiment de vide, la perte. Comme quand tu es plus aidant, même quand tu es plus aidant d'un seul coup, hein, c'est évident. Hein. Oui, Qu'est-ce que tu mets à la place? Qu'est-ce que tu mets à la place? Se redécouvrir, parce qu'il y en a que longtemps, ils ont donné leur vie, une partie de leur vie. Ouais. Qui je suis? Tu t'es perdu? Comment faire pour se retrouver? Hein? Moi, je pense que une des premières choses, là, c'est d'accueillir ça, mais d'aller chercher de l'aide. On revient au soutien. Il y a un soutien psychologique. Moi, j'ai une de mes interviewées qui fait des carnets de deuil, par exemple. C'est-à-dire qu'elle accompagne les gens qui viennent de perdre un enfant même. Hein. Ça peut être un enfant, un parent, ou même les parents âgés. Et elle fait remplir un carnet avec des dessins où il faut tout écrire. Il faut lâcher. Pour moi, donc c'est un soutien psychologique qu'il faut. Il faut surtout pas rester seul avec ça. Et puis forcément, c'est une rupture. C'est une rupture, mais c'est pour ça que moi je reviens toujours en me disant, j'ai réapporté dans la mesure du possible ou transmis au moins aux aidants que j'accompagne le fait qu'en étant bienveillant, on sait qu'on aura le minimum de culpabilité parce qu'on aura fait. Je reviens sur le mot, c'est pas très joli, mais on aura fait notre devoir. Ouais, effectivement. Et pour la fin, Anne, avec quoi tu voudrais que les auditeurs repartent? Ouais, avec quoi tu voudrais qu'ils repartent, qu'ils disent oh wow, ok, c'est à se souvenir là qui est important. J'aimerais que les auditeurs ou les auditrices repartent avec peut-être un autre regard sur leurs parents, sur la perte d'autonomie de leurs parents, pour faire attention et peut-être le message principal aujourd'hui que j'ai voulu passer, même si j'ai beaucoup parlé de mes sweet papy et mamie, c'est de dire dans tous les cas, le point central, c'est prendre soin de soi. C'est ça la plus grande difficulté. C'est pas tant d'être près d'eux et de les aider que de savoir prendre soin de soi. Et là, il faut aller. Il y a des tas de solutions. Et c'était ma chasse, ma chasse dans le podcast justement. C'est tout de suite, je me suis dit mais comment je vais prendre soin de moi? Comment je vais faire? Et j'ai appris qu'il fallait que j'aille me faire masser régulièrement. Penser à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, à vous garder des minutes de méditation, de aller chercher dans le développement personnel s'il faut, aller chercher des professionnels comme toi qui sont des spécialistes pour éviter le stress, qui vous donnent des solutions.
mais surtout, prenez le temps d'aller chercher des solutions. Le pratico-pratique, on le trouve sur Internet. La charge mentale, c'est plus difficile. Donc, voilà, si je dois donner un conseil bienveillant, c'est essayer d'attraper des solutions, de prendre soin de vous surtout, et d'avoir un autre regard parfois en disant oh mes parents vieillissent, ça m'embête, je sais pas trop si je vais m'en occuper, ou non, c'est peut-être le moment de faire une jolie transition de vie. C'est-à-dire de dire ok, je me suis occupée d'eux, peut-être de dialoguer avec eux, ce que vous n'auriez jamais fait. Peut-être moi en tant que podcasteuse, j'ai enregistré mes parents, j'ai enregistré la vie de mes parents, j'ai découvert des choses sur eux. J'ai tellement ri avec eux qui me racontent finalement leur enfance, parce que on le sait, leurs souvenirs récents, ils en ont plus. Par contre, leurs souvenirs de quand ils avaient 20 ans et les cabrioles qu'ils faisaient ou les bêtises qu'ils faisaient, ils s'en souviennent d'un seul coup alors qu'ils s'en souvenaient pas il y a 20 ans. Donc, pensez à les interviewer, pensez à discuter avec eux. C'est très facile d'enregistrer nos parents. Il suffit de prendre le téléphone aujourd'hui, d'appuyer sur le bouton magnéto et on peut entendre leur voix. Et j'en reviens à toutes les deux puisqu'on est podcasteuses. Entendre la voix de nos parents, c'est extraordinaire. Et si Sweet Papy Podcast existe aujourd'hui, c'est parce que j'ai retrouvé une cassette de mon grand-père qui est né en 1902 et qui nous a fait une cassette en 1984 où il nous a raconté toute sa vie et toute la vie de nos ancêtres. Et d'entendre sa voix, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai l'impression qu'il était à côté de moi, et je me souviens très bien quand est-ce qu'il l'a fait et je le revois dans quelle pièce de la maison. Et c'est une émotion qui est tellement grande que j'ai voulu faire la même chose avec mes parents, et j'espère pouvoir passer le même message aux auditeurs, que ça soit de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Ouais, ça me touche parce que c'est parce que à part la photo, le son, entendre la voix, c'est un réconfort aussi. C'est retrouver un lien avec eux aussi. C'est pas rien. Là. Faites une vidéo avec eux ou les enregistrer en audio, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui s'achète plus. Une fois qu'ils sont plus là, c'est trop tard. On oublie leur voix en plus. On n'oublie pas leur visage parce qu'on a les photos, on a éventuellement les films. Mais la voix, on oublie la voix. Et surtout là, ce qui est très étonnant, c'est la voix vieillissante. Aujourd'hui, Sweet Mamie, elle a la voix de son père. Je l'entends chevrotter un peu, comme chevrotait son père sur la cassette quand il était âgé. Donc la voix, elle évolue. Et j'ai enregistré plusieurs fois Sweet Mamie. Elle n'a pas la même voix. Sa voix s'est modifiée en vieillissant. Et alors, je me suis dit, si elle a la même voix que son père, est-ce que j'aurai cette voix-là, moi, plus tard? Ah, c'est vrai. C'est une belle réflexion. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Anne, d'avoir... Merci à toi. D'avoir donné tous ces outils-là, ces enseignements-là de tes expériences, parce que des fois, c'est ça. Je pense que des fois, on cherche, mais on trouve pas tout ce qu'on devrait. Puis, je pense que ça va être super qu'à voir, écouter en tout cas ton podcast. Et puis, ça me touche parce que je pense de toute manière, on a tous des parents vieillissants. On va tous y avoir un jour ou l'autre, ou une tante, ou un mononcle, ou un mononcle. Ou un grand-père. Il y en a plein qui ont des grands-pères ou des grands-mères qu'ils adorent. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des invités que j'ai eus, ils ont parfois créé des produits pour les personnes âgées, des tablettes, les choses comme ça. Et quand tu leur poses la question, systématiquement, ils te disent « Ah, mais moi, ça m'est venu parce que ma grand-mère s'occupait de moi quand j'étais petit. Parce que mon grand-père m'emmenait à tel endroit. » Tu vois, tout le monde a une relation à un moment avec une grand-mère, avec un père, etc., qui fait que c'est ton fil conducteur dans ta vie, ou le fil conducteur de ce que tu as créé. Nos parents, c'est nous. Oui, puis ça, c'est même si c'est pas notre, on parle de grand-mère, grand-père, mais des fois c'est par substitution, ça peut être un voisine qu'on a côtoyé, qui devient comme un grand-parent ou un ça. Grand-parent, bien sûr. C'est ça. C'est bon, fait que, en passant, je me souviens pas, qui suis-je? Allez, qui tu es, Nancy? Non, mais comment je peux aider? Parce que Anne, elle a amené ses outils.
moi, comment je peux faire pour aider justement ces gens-là qui vivent le stress? Ben moi, c'est sûr, j'ai plein d'outils justement pour savoir comment co-réguler ce stress-là, comment arriver à ce que notre système nerveux soit beaucoup plus calme, soit beaucoup plus dans la bienveillance, parce que tantôt, on parlait de la bienveillance, mais comment on arrive? Mais si notre système nerveux est tellement stressé, c'est difficile de l'être. Donc, le nerf vague, tu m'as... je t'ai coupé. Non, mais je veux dire, tu m'as... pour avancer, donc, je fais un travail avec le nerf vague, mais aussi avec un enseignement du système nerveux. Puis même que vous pouvez le faire après avec vos parents, c'est des petits exercices qui sont tellement faciles, mais que vous pouvez justement utiliser puis avoir une meilleure relation encore avec votre parent. Donc, je peux vous aider à ce niveau-là. Puis aussi, pour prendre soin de soi, ben je suis aussi massothérapeute. Fait que vous pouvez aussi me rejoindre. Je vais laisser mes coordonnées aussi dans le descriptif. Fait que je joue sur 2 plans. Je joue autant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Je ne suis pas psychologue. Je suis une coach thérapeute. Donc, je fais attention à la loi 21. Mais, fait que je peux vous aider à ce niveau-là. Donc, ensemble, Anne et moi, on est complémentaires. Et je souhaite que si vous allez voulez chercher de l'aide, il y en a. Anne, qui est une très bonne personne pour justement vous aider. Elle a donné même quelques personnes ici au Québec. Donc, je vais pouvoir aussi l'écrire dans le PDF, mais en même temps, vous avez votre devoir aussi d'aller écouter ces podcasts pour vous aider. Merci. Alors, merci Anne. Alors, ravi une fois de plus, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et j'espère que les auditeurs et auditrices, malgré la grande discussion que nous avons eue, pourront écouter et voudront bien écouter jusqu'au bout parce que c'est toujours passionnant d'être avec toi. Ben, c'est vrai que ça a duré peut-être 1h25. Par contre, si le sujet nous touche, moi je me dis qu'on va écouter jusqu'à la fin ou on va peut-être l'écouter en 2-3 fois. Mais en même temps, c'est de l'information qui est très pertinente, pour moi, je pouvais pas passer à côté de ça. Donc, j'aime mieux faire un petit peu plus grandes entrevues où ce qu'on va donner plein d'informations que des petites entrevues où il y a beaucoup de manque d'informations. Ben, ça, c'est moi qui aime ça comme ça. Fait que, en tout cas. Donc, pour les auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit dans un autre épisode du podcast Sacré Stress. Bye! À bientôt. Bye! Si tu as un sweet papy ou une sweet mamie à t'occuper, c'est normal que tes émotions soient en montagne russe puis que tu saches pas quoi faire. C'est bien normal. Il y a beaucoup de premières étapes à apprendre, à savoir, à vivre et aussi à t'adapter. Ce qui va être important, c'est de prendre soin de toi et aussi de savoir qu'il y a des ressources qui existent.